Bon, tout d'abord, merci aux organisateurs. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité. Pensez à moi, ça c'est toujours sympa. Oui, effectivement, 17 ans, c'était le titre de mon premier mémoire de recherche. Donc c'était Bab el-Mandeb, le paradigme d'un paradigme de contact entre la mondialisation et ses marges. Et j'avais eu le nez creux parce que finalement, il y a eu les histoires de piraterie, qui étaient vraiment des histoires de mondialisation. Et puis maintenant, il y a la question outils qui s'est ouverte. Et je pense toujours que Bab el-Mandeb est le point névralgique de la route entre Est et Ouest, et c'est pas du tout Hormuz, et qu'il a vécu dans l'ombre d'Hormuz pendant un certain nombre d'années. Alors, ma présentation, alors je suis désolé, je vais être un peu tourné. Ma présentation s'appelle les ports du détroit de Bab el-Mandeb. Tu peux aussi regarder par là. Oui, oui, mais j'ai un, Ah oui, d'accord. j'ai un laser qui ne marche pas visiblement. Bon, peu importe. Donc, les ports riverains du détroit de Bab el-Mandeb dans la crise des missiles. Alors pourquoi crise entre guillemets? Parce que y a-t-il crise? Je veux dire, il y a une montée en capacité, mais il y a toujours eu des problèmes dans cette région, et notamment depuis l'intervention de la fameuse Saudi-led Coalition, qui est intervenue en 2015 pour rétablir la paix au Yémen. Et donc, ce n'est qu'un développement extérieur de cette crise. Alors, bon, cette carte-là, je ne vais pas vous la commenter très longtemps, hein. C'est globalement la situation avant cette histoire de missiles outils. Donc on a des routes, hein, la plus importante route conteneurisée et probablement la plus importante route mondiale, c'est celle qui va d'Asie du Sud-Est via Malacca, puis Bab el-Mandeb, puis le canal de Suez, puis Gibraltar, vers ce qu'on appelle la rangée nord-européenne. Alors, moi, je vais vous parler de 4 pays, hein, essentiellement 5, pardon. Je vais vous parler de l'Érythrée, je vais vous parler de Djibouti, je vais vous parler de l'Éthiopie, de la Somalie, enfin plus précisément du Somaliland, et du Yémen. Donc mon étude se porte sur les ports de la région et essentiellement sur 3 ports, hein, donc 2 assez méconnus, dont je parlerai un peu plus. Donc le port d'Al-Udeida au Yémen et le port de Berbera au Somaliland. J'aurai aussi un petit brief sur Djibouti. Alors, vous avez tous entendu parler du fait inaugural, hein, de cette crise des missiles. Alors, le fait inaugural, c'est pas un missile qui touche un navire, c'est un détournement de navire. Donc, le fameux Galaxy Leader, qui est détourné le 19 novembre 2023 par une prise assez spectaculaire et ramené sur les côtes au niveau d'Al-Udeida, d'ailleurs au niveau de la péninsule de Salif, donc au Yémen. Notons qu'il n'y a pas de mort, que c'est un incident qui est tout à fait, on va dire, paisible, dans la mesure où un incident comme ça peut être paisible. Alors, je suis géographe, donc j'aime bien spatialiser les choses. Mais alors, malheureusement, on manque de beaucoup de données à l'heure actuelle, et là, j'ai les données qui sont les données fiables, qui viennent de l'US Navy. Donc, ce sont les données qui sont les données des incidents maritimes. Ça peut être des approches, ça peut être des explosions, ça peut être des drones, et ça peut être d'autres types d'incidents. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Eh ben, en fait, on voit qu'il y a des zones plus chaudes, hein, la zone qui est directement sur le détroit de Bab el-Mandeb, et puis finalement la zone qui remonte vers le nord, donc la mer Rouge. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit finalement que c'est au large du port d'Hodeïda que se concentre une bonne partie des attaques. Donc ça sera mon cas numéro 1. Donc le port d'Al-Udeida, ici pris en décembre 2014, est un port tout à fait compétent, un port qui approvisionne notamment la capitale yéménite, Sanaa. J'en profite pour dire que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Kraska hier sur le fait qu'il y a des non-state actors. Factuellement, un État qui est tenu par les Houthis existe. Ça s'appelle le Yémen du Nord en tout cas. Il faut arrêter de dire que parce qu'ils sont considérés comme une rébellion par nous, en fait, ils n'existent pas. Même exemple pour le Somaliland, je parlerai après. Ce sont des États non reconnus, les Houthis tiennent la capitale, ils n'ont pas été délogés, ça fait presque 10 ans maintenant, donc c'est un État. C'est pas parce qu'il n'est pas reconnu que ce n'est pas un État, enfin, ça me paraît être la base. On n'est pas d'accord là-dessus avec les juristes. Non mais, moi je suis géographe, hein. Pas de culture juridique. Mais il est vrai, enfin, c'est fonctionnel. À partir du moment où c'est fonctionnel, et les fonctions étatiques sont remplies en partie, ça peut être considéré comme un État.
Donc un port tout à fait compétent, un port avec un terminal, vous voyez les dimensions, un terminal de conteneur au nord, une installation de vrac au niveau, au milieu, et en dessous, tout ce qui peut être pétrole et huile. Donc voilà, je vous montre ça, le vrac solide est aussi très important parce qu'il y a une agro-industrie qui permet d'acheminer des denrées vers Sanna, et la capitale tenue par les Houthis. Et alors ça, c'est le port en décembre 2022. Vous êtes au courant que l'Arabie Saoudite et ses alliés ont essayé de prendre, de rétablir la paix au Yémen, je vous l'ai dit, mais aussi de prendre Al-Udeïda, qui en juin 2018 est la dernière grande bataille de la guerre au Yémen. Depuis, c'est un front qui est relativement stable. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le terminal conteneur est vide, complètement vidé, que le stockage de vrac liquide, je vous en reparlerai, a eu quelques problèmes, et qu'il y a un réseau de fortification au niveau du port qui n'existait pas avant. Donc c'est un port qui connaît la guerre, qui expérimente la guerre depuis longtemps. Et pourtant, c'est un port où les choses marchent. C'est-à-dire que la compagnie Pacific International Lines a un service, qui est un service hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, entre Djibouti et Hodeïda. Et je vais vous montrer après que c'est réel. Plus loin, donc, décidément. Vous voyez les navires, hein? Kota Andal, Kota Naga, et ils font la rotation régulièrement entre Djibouti et Al-Udeïda. Comme quoi un port peut fonctionner pendant un conflit. Et ça, je crois que c'est de la semaine dernière. Donc même pendant la crise des missiles, le port fonctionne. Ça peut être contre-intuitif, mais c'est comme ça. Alors là, je vais vous montrer la ligne Mona Express de CMA-CGM, qui a été modifiée un court temps, mais qui a repris ses activités à peu près comme avant. Quelques différences. Alors c'est une ligne qui va de Djibouti à Hodeïda, et de Hodeïda à Jeddah, repasse par Massawa, un sombre port érythréen, et part aussi par moment vers Berbera, mais je vous en parlerai légèrement après. Donc encore une fois, un opérateur mondial, on ne peut pas dire que CMA-CGM soit une petite boîte, hein, c'est le 3e opérateur pour tout ce qui est conteneur au niveau mondial. Donc c'est une industrie qui est quand même assez importante, puisque tout ce que vous utilisez, hein, les chaussures, les téléphones, etc., ça vient par mer d'Asie. Et alors comment ça s'est passé? Alors, confronté à la guerre, confronté à une double guerre en fait, la guerre sur son territoire et l'incident à Gaza, les Houthis ont commencé à pilonner, modestement on va dire, le territoire israélien. Bilan des courses, deux séries de frappes sur le port d'Al-Udeïda, et notamment sur les installations pétrolières. Donc vous voyez ici, hein, c'est assez parlant. Et ça entraîne des incendies qui sont, pour certains, qui ont mis des semaines à être éteints. Donc on voit ici qu'il y a quand même une approche différente, c'est-à-dire quand on touche le commerce maritime, finalement personne ne bouge vraiment. Alors oui, il y a Spides, oui, il y a eu des opérations, mais ça encore on manque de données. Par contre, dès que vous touchez le sol israélien, vous avez des bombardements massifs du port. Le port de Berbera maintenant au Somaliland. Le port de Berbera est un port somme toute assez modeste, avec ici un terminal conteneur et un peu, là où je vous l'indique, un port généraliste. Et c'est un port qui dessert dans un premier temps la capitale du Somaliland qui s'appelle Hargeisa, est un port qui vraiment maintenant est en croissance pour desservir plus loin que Hargeisa, pour desservir l'Éthiopie et sa région capitale, la région d'Addis Abeba. Et alors là, on va continuer sur les lignes qui y passent. Donc ici, vous avez le service RGS de Peel. Ce service RGS, comme vous le voyez, lie le sous-continent indien avec alors c'est Jebel Ali, donc la zone géante containerisée des Émirats Arabes Unis, et comme vous le voyez, Berbera, Jeddah et Djibouti. Donc on est vraiment sur une ligne tout à fait importante, pas forcément en volume, mais en desserte locale, c'est important. Là, vous voyez une photo que j'ai prise. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Berbera au mois d'août. C'est une photo d'un navire que j'ai pu croiser, le Kota Nilam,
qui est un petit navire, hein, 1810 unités conteneurisées. Une unité conteneurisée, c'est un petit conteneur, ça fait 20 pieds, c'est une unité. Un grand conteneur, ça fait 40 pieds, c'est 2 unités. Donc on est là sur quand même des navires qui sont de dimension modeste, mais le port a maintenant des portiques. Il a été construit essentiellement par Dubai Port World. C'est un port récent, mais compétent. Et ce que j'ai pu voir sur place est tout à fait encourageant pour l'arrière-pays notamment, et potentiellement pour un démarrage de l'activité de la zone des zones industrielles d'Addis Abeba. Donc vous voyez, sur ces deux ports, on a quand même le sentiment que sont-ils exclus dans le contexte actuel de la crise des missiles? Ben, pas tellement en fait, parce que ce sont des ports qui sont fonctionnels, et d'ailleurs les autorités d'Al Udeida sont très heureuses d'annoncer, juste après les bombardements, que non, le terminal vraquier fonctionne et le terminal conteneur fonctionne, et que d'ailleurs ça reprendra dans la journée. Et ça, pour eux, c'est pas un problème. Il y a des frappes. Encore une fois, 2 navires exploités par CMA-CGM sur la liste Mona Express. Donc vous voyez bien qu'ils passent à Berbera, parce que j'ai pu les voir aussi. L'Elderly Star, donc petit navire également, et vous voyez bien, donc il passe à Hodeida, il passe à Berbera, il passe à Hodeida. Et ça, c'est pour de août 2024 à octobre 2024. Et on a la même chose avec l'Africa Sun, Berbera, Hodeida, et Hodeida encore. Donc dans un contexte de crise des missiles, dans un contexte de guerre, en fait, le commerce régional tend à fonctionner. Alors peut-être pas dans les mêmes modalités exactement, peut-être pas avec la même intensité, mais on manque de données. Je serais gré aussi parfois que la CMA-CGM communique des données, ça nous faciliterait à nous, chercheurs, le travail. Mais c'est un message, je sais bien, mais c'est un message lancé. Voilà. Et puis il y a autre chose à Berbera, qui est très important pour l'économie du Somaliland et même pour l'économie régionale. C'est les exportations de bétail. Et ça concerne quand même, pour l'année passée, 2023, presque 400 millions de dollars. Et c'est, pour un État qui n'est pas reconnu, mais qui est fonctionnel, c'est quand même une manne incroyable. C'est-à-dire qu'hier, on parlait de l'Égypte avec la diaspora, etc. Ben, je pense qu'il y a la diaspora en numéro 1, et puis après, il y a le commerce de bétail au Somaliland. Et donc ça, est-ce que ça peut continuer le commerce de bétail? Bah évidemment que ça continue. Ça peut même continuer vers Hodeida. Ça continue aussi vers l'Arabie Saoudite ou vers Oman. Donc on peut se dire qu'il y a une forme de continuité des activités portuaires. Alors, je vais quand même vous prouver ce que je raconte en vous montrant, alors ça c'est Marine Traffic bien évidemment, tout le monde connaît, en vous montrant quelques navires que j'ai identifiés il y a quelques jours, le 11 octobre. Donc ici, vous avez le Kota Ramat qui passe régulièrement à Berbera. Là, vous avez le Dark Ocean qui est sur un service Jeddah Hodeida. Alors vous imaginez, hein, il y a la coalition saoudienne qui voulait chasser les Houthis, mais ce navire-là, il fait Jeddah Hodeida. Et c'est une ligne pendulaire. Hein. Donc en fait, il y a quand même une forme de pragmatisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, Jeddah Hodeida, Jeddah Hodeida. Et tout ça, c'était il y a quelques semaines. Ensuite, vous avez l'Africa Sun, que je ne présente pas, qui est sur la ligne Mona Express, donc opérée par CMA-CGM, et qui, en fait, est propriété de la zone franche de Djibouti. Parce que Djibouti a quand même besoin dans la région d'avoir une continuité de ses affaires. Là, vous avez le Jolly Argento, qui est sur un service italien, qui va de l'Italie au Mozambique, donc toute l'Afrique de l'Est, qui s'arrête à Berbera et qui s'arrête aussi à Mogadiscio. Comme quoi, on peut être un État dit failli et avoir un business qui fonctionne, encore une fois. Et puis là, vous avez le CMA-CGM Callisto, qui en fait nourrit toutes ces petites lignes. C'est un navire d'une capacité, on va dire, relativement importante. Les plus gros sont à peu près à 20 000, 24 000 TEU. Celui-là fait la moitié, mais c'est un navire compétent. Et il passe par le canal de Suez et il n'a pas été attaqué. Alors ça peut être un coup de bol, mais ça peut être aussi la façon dont les Houthis réfléchissent. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas forcément des navires qui sont liés aux intérêts israéliens, mais aussi on protège le commerce local. Parce que s'il n'y a plus de commerce local, ben vous êtes mort. Alors,
Je ferai très vite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir que dans l'état actuel de la situation, il y a un effet marginal sur les ports périphériques. Il n'y a pas de certitude, parce qu'on manque de données, mais il y a une continuité du transport et de faibles modifications du transport conteneurisé régional. On a vu la ligne Mona Express être plus tournée vers le nord à un instant T, mais finalement, au bout de quelques semaines, elle s'est remise en place comme à chaque fois. Il y a des effets différenciés entre les attaques maritimes que peuvent commettre les Houthis et les attaques de missiles sur le sol d'Israël, je l'ai montré, mais c'est un cas tout à fait différent de la piraterie. Alors je suis ravi qu'on ait évoqué le cas de la piraterie juste avant et on pourra en reparler. Globalement, les attaques de missiles Houthis sont une nuisance. On peut facilement, le commerce maritime est capable de se recomposer vraiment aisément. On perd de l'argent, mais on fait monter les actions d'une certaine manière, puisque Maersk a gagné énormément d'argent à l'époque où il a fallu passer par le cap le cap de Bonne-Espérance, excusez-moi. Surtout chez les marins, c'est quelle honte. Et la piraterie est une autre forme de nuisance. Une nuisance, finalement, où on n'a pas changé les routes, hein. On est passé toujours tout droit, parce que le business, c'est pragmatique. Et ça, on ne peut pas tellement le dire, mais et notamment parce que les navires français n'ont heureusement pas été trop touchés, mais la prédation, ça peut s'entendre, ça augmente les polices d'assurance, mais ça reste tout à fait bénéficiaire pour les compagnies, donc il n'y a pas de souci majeur. Alors, plus important, continuité des exportations et des importations des ports de la Corne de l'Afrique. J'ai pas mon analyse de Djibouti là-dessus. Bon, tant pis. Export des minerais érythréens, puisqu'en Érythrée, vous avez 2 mines géantes, et ça, c'est très important aussi pour l'Érythrée. Donc, finalement, on voit que dans un contexte régional, les Houthis savent probablement ce qu'ils font. Il y a quelques moments où on sait qu'ils sont tirés sur des navires juste à cause de leur nom, qui n'étaient pas les bons navires, pas immatriculés pareil, mais globalement, ils savent qu'il ne faut pas entraver les navires qui défendent des intérêts régionaux et qui permettent aussi à leur économie de fonctionner. Alors mon hypothèse, c'est celle-là, surtout ne pas toucher au commerce régional et à celui des alliés. J'en veux pour preuve quand ils ont annoncé qu'ils ne toucheraient pas au commerce russe et au commerce chinois. Tous les navires à l'AIS mettaient équipage chinois à bord, intérêt chinois, équipage russe, intérêt russe. On peut même penser que beaucoup l'ont fait sans réellement avoir des intérêts, parce que tout simplement, vous n'étiez pas touché. Donc c'est une protection, étonnamment, par l'AIS, qui est à la base un système anti-collision, et qui là devient un système anti-attaque, donc d'une certaine forme de collision, on va dire. Décidément, hop. Alors, notre problème, c'est pour ça que je taquinais tout à l'heure, mais notre problème pour les universitaires, c'est un manque de données. D'autant plus que la plupart des bases de données, depuis cette histoire des outils, ont été coupées. Donc on se retrouve avec une quantité de données qui s'arrête finalement au 19 novembre, ou en décembre, ou en janvier. Et pour nous, c'est extrêmement difficile. Cela dit, on a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, mais avoir des données géospatiales, c'est très important pour nous, notamment pour comprendre l'expansion des phénomènes ou la modification même du commerce maritime. Et ça, je pense que dans quelques mois, j'espère ça ira, mais quelques années, on sera capable de comprendre ce qui se passe, plus précisément. Deux réflexions finales. Il y a un pragmatisme absolu de l'économie maritime, et ce à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'à l'échelle des compagnies, on regarde ce qui se passe, on regarde si le carburant le détour est plus cher en carburant, on regarde l'impact qu'il y a en bourse, on regarde aussi le risque pour les équipages, le risque d'un navire, par exemple de Maersk, qui est touché par un missile, ça fait quand même une mauvaise pub. Et même au niveau des petits ports, on regarde ce qui se passe. Le port de Deïda est un port peut-être que vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui, mais est un port où, comme je vous le disais tout à l'heure, les autorités portuaires ont tout de suite dit non, il n'y a pas de problème, chez nous c'est bon. Puis je vais vous citer aussi un interlocuteur que j'ai eu par téléphone, d'un port riverain, qui m'a dit mais non, nous en fait, le navire il peut être israélien, welcome. On s'en fout en fait. Nous on est pragmatiques, ce qu'on veut c'est faire fonctionner notre port et faire fonctionner notre économie. Donc si le navire il défend les intérêts israéliens, il peut quand même venir chez nous.
Si le navire il est même sous pavillon israélien, c'était de la provocation, il peut venir chez nous. Et ça veut dire aussi que finalement, peu importe ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, ça recompose les lignes, mais dans le fond, au niveau régional, lui était convaincu qu'il ne se passait pas grand-chose. Et donc le souci, c'est l'injonction de résultats immédiats pour le scientifique, par rapport au délai de publication. Et ça, c'est un problème purement scientifique, mais je pense que ça peut éclairer pas mal d'entre vous. Je propose un article en février 2023. L'article est considéré comme devant avoir des corrections mineures en juin et en juillet 2023. Je fais ces corrections, je le renvoie, 30 jours après ou 15 jours après, arrive la crise des missiles. Et là, l'article sort dans la plus grande hâte. Le problème, c'est que mon analyse avant n'est plus vraiment l'analyse que je pourrais avoir après la crise des missiles. Donc je me retrouve bien embêté, même si les grandes lignes étaient déjà posées, personne ne pouvait prévoir cette attaque, et puis du coup, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc il y a toujours une différence. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'avoir accès aux données, maximum de données, à la fois des forces, aux données des compagnies, aux données portuaires, mais celles-là j'arrive à les avoir, parce que pour nous, ça nous permettrait de mieux analyser. Vous auriez tous des résultats qui sont meilleurs, et puis notre monde de chercheurs, il faut être honnête, il est quand même très déconnecté à la fois des armées, à la fois également des compagnies, et je comprends pourquoi, mais c'est vrai que pour travailler, on va dire, à la commande, dans l'urgence, on a besoin de ces données. C'est un appel. Encore une fois, je le répète. Voilà, donc si vous avez besoin, je tiens à ça, toutes mes communications sont en open access sur Internet, vous pouvez trouver ça aisément. C'est ce qu'on nous demande au CNRS de faire, de façon à ce que finalement vous payez des impôts, qu'il y ait un retour sur ces impôts que vous payez, c'est que vous puissiez avoir les communications qu'on produit entièrement accessibles. Voilà, s'il y a des remarques, s'il y a des retours, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas, françois.guizou@cnrs.fr, et je suis disponible pour les questions évidemment, et même pour après. Merci François.